Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Signe Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Pour commencer, peux-tu te présenter un petit peu et nous dire qui tu es afin que les auditeurs te connaissent un peu mieux? Je m'appelle Léna, j'ai 18 ans, je suis non-binaire, mais ça je pense que je n'apprends rien à personne. Je suis militante depuis un certain nombre d'années pour approximativement toutes les causes qui me révoltent, vu que je tiens beaucoup à la justice et à ce genre de choses. Donc voilà. C'est quoi la non-binarité ? La non-binarité, c'est le fait de ne pas se situer dans la binarité des genres qui est soit homme, soit femme. Et peu de gens le savent, mais être non-binaire, c'est aussi être transgenre, mais c'est pas la même branche. D'accord, c'est-à-dire être transgenre, c'est le principe de ne pas se sentir en accord avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance, c'est-à-dire soit homme, soit femme, puisque dans tous les cas, ça dépend de nos chromosomes, qui sont XX ou XY. Donc être transgenre, ça peut être être né femme et être un homme intérieurement et du coup transitionner pour être un homme. Ça peut être né homme et être une femme à l'intérieur et transitionner pour être une femme, mais ça peut aussi être toute autre chose tant qu'on ne se sent pas en accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. D'ailleurs, j'ai réalisé un podcast sur la question du genre avec Morgane Noam qui parle très bien de ce sujet si vous vous posez des questions, et je vous invite à l'écouter pour pouvoir appréhender au mieux le podcast que je fais avec Léna. Exact. Alors, tu es non-binaire, quels sont tes pronoms ? Yel. Yel, ok. Yel qui est un mélange de il et elle, ouais. Qui s'écrit IEL, tout simplement. Parce que beaucoup de gens font cette erreur, viennent me demander mais comment ça s'écrit Yel ? Ouais. Ce n'est pas Yel la chanteuse, évidemment. Exactement, et on me l'a déjà écrit comme ça, ça m'a beaucoup fait rire. C'est maladroit mais c'est mignon. Ouais. Et donc oui, Yel qui est un mélange de il et elle. Donc bien évidemment tous les adjectifs s'accordent à Yel d'une manière qui peut paraître très compliquée mais qui est en réalité très simple. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus ? Bien sûr. Pour par exemple les mots en terminaison e ou euse, ça va juste être après, petit aparté avant que je continue, c'est propre à chacun. Il n'y a pas du tout de vérité absolue. Du coup, ça s'appelle l'inclusif. Parler à l'inclusif, c'est parler de façon à ne pas distinguer il ou elle dans une phrase, à l'oral ou à l'écrit. J'ai remarqué qu'avec toutes les personnes avec qui je parle à l'inclusif, on a tous un petit peu nos... Oui, tous, c'est tous et toutes à l'inclusif, ouais. Du coup. On a tous un petit peu nos tips et nos trucs et on dit pas du tout les mêmes choses. Donc moi, je vais dire comment je parle à l'inclusif, mais par exemple, ça va être différent pour plein d'autres personnes. Par exemple, je sais que pour heureux, heureuse, je vais dire heureuseux. Certaines personnes disent heureuxeuse. D'accord. Et voilà, ça diverge. À l'oral comme à l'écrit. Oui. Ok. Oui. À l'écrit, il y en a qui vont mettre des points à des endroits où moi j'en mets pas. Par exemple, pour écrire heureux, heureuse, moi je vais écrire heureux.x.se ou heureux.se. Il y en a qui vont l'écrire heureux sans le x.se.x. Enfin, il y a 1000 façons de l'écrire et le principal, c'est simplement qu'on ait l'idée que c'est de l'inclusif. Après, savoir dans la pratique, c'est... Enfin, moi, ça me tient pas spécialement à cœur. Peut-être des personnes à qui ça tient plus à cœur, mais moi, c'est pas quelque chose sur lequel je vais être très à cheval. Ok. Du coup, à l'oral, pour acteur et actrice, ça va être actrice, parce que c'est la façon la plus logique et la plus simple de l'accorder.
Et il y a des mots pour lesquels ça fonctionne pas. Ouais, bien évidemment. Bien évidemment, sinon ce n'est pas amusant. Par exemple, content ou contente. On peut dire content-hante. Ouais. Mais je trouve la langue française peu attrayante déjà de base. Je trouve pas que ce soit une très jolie langue. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment plus jolies. Et enfin après ça tient qu'à moi ça. Hein. Et je vois pas vraiment l'intérêt de rajouter des mots qui vont être encore moins beaux. Du coup, pour ces mots-là qui fonctionnent moyennement, je me genre juste un coup au masculin, un coup au féminin. Je trouve ça largement plus simple. Après, il y a des gens qui veulent pas du tout qu'on fasse ça parce qu'ils sont très... comment dire ça ? Très, très, très raccrochés au fait que Yel, c'est très important pour eux. Mm-hmm. Moi, je sais que Yel, c'est important pour moi dans l'idée que voilà, je suis ni homme ni femme. Mais c'est pas... c'est pas important jusqu'à ce que je veuille que tous les mots, sans aucune exception, soient à l'inclusif. Ça va. Et si on ne fait pas de l'inclusif, on parle de mégenrage, c'est ça ? Alors le mégenrage, parce que du coup, vu que moi, les personnes qui n'arrivent pas à parler à l'inclusif et à accorder les adjectifs comme je l'ai dit juste avant, je leur dis tout simplement d'alterner d'une phrase à l'autre entre il et elle. Il y en a qui y arrivent très bien, il y en a qui galèrent un peu, c'est pas grave. Mais dans mon cas, je parlerai de mégenrage plutôt avec les personnes qui me genrent constamment au féminin. D'accord. Pour rappel, le mégenrage, c'est... C'est le fait de ne... Comment expliquer ça ? C'est le fait de ne pas genrer la personne comme elle le souhaite, dans l'idée. Mais du coup, pour la non-binarité, pour moi, c'est plus compliqué. Pour les personnes transgenres, parce que le mégenrage n'arrive pas vraiment aux personnes cisgenres. Bien sûr. Donc, moi, je parle pas de mégenrage pour les personnes cis. Cisgenres, ce seront les personnes qui seront, par exemple, nées femmes, qui se sentiront femmes toute leur vie. Et cisgenre, c'est un terme qui a été, qui a été plus médiatisé parce qu'il existe un petit peu depuis longtemps quand même, mais qui a été plus médiatisé au moment où la question de transidentité a été réouverte. Et elle a toujours été ouverte, mais voilà qu'elle a été remise au grand jour, on va dire, pour normaliser le fait que la transidentité, c'est pas une maladie. Parce qu'en fait, avant, on disait les personnes trans et les personnes normales. Sauf que, non, en fait. Je pense pas que j'ai besoin de développer ça. Bien sûr. Le mégenrage. Je me perds, c'est horrible. Ça va bien se passer. Non, mais au contraire, c'est important de rentrer dans le détail comme tu le fais pour qu'on puisse tous bien saisir les subtilités de ce sujet. Et le mégenrage en fait partie aussi, donc... Mais du coup, le mégenrage, pour moi, c'est quelque chose qui me touche rarement. Parce que, vu que mes amis alternent entre il et elle, j'ai l'habitude d'entendre elle pour qu'on parle de moi. D'accord. J'ai également l'habitude d'entendre il. Mais c'est vrai que entendre elle avec insistance, par exemple, dans le milieu du travail, où, moi, je suis serveuse, du coup, forcément, quand je travaille, c'est pas écrit sur mon front que je suis non-binaire. Et les clients et clientes ne savent pas. Et donc, c'est madame, mademoiselle. Et les madames et les mademoiselles, c'est le pire. Vraiment, c'est comme mes amis qui m'appellent meuf. Et non, pas ça. Et ça, c'est les 3 seuls termes où vraiment... je sais pas comment dire ça, mais ça me hérisse le poil, ça me... Et du coup, comment tu réagis par rapport à ça ? Comme tu le disais, si on ne te pose pas la question, on ne sait pas si tu es binaire, non binaire, à genre, peu importe. Comment tu fais au quotidien ? J'imagine qu'auprès des amis, tu peux en parler, mais des personnes au travail, comment tu fais ? Au travail, j'en parle pas et je subis parce que déjà, ça fait très peu de temps que je suis dans l'entreprise en question, donc... Ils sont très, très homo-friendly, ça je le sais, mais pour les questions de genre, je suis pas sûre. Et en plus, c'est pas des personnes qui sont d'origine française. Donc déjà qu'il y a une petite barrière de la langue, il y a certains termes que je suis obligée de leur expliquer de temps en temps. Et donc il y a déjà ça. Donc si je commence à leur parler de non-binarité, je sais personnellement que ça va poser à un moment, pas un problème, mais que ça va
demander longue conversation et longue réflexion. Sauf que voilà, serveureuse, vous vous doutez bien que je n'ai pas le temps d'avoir de longues conversations avec mes collègues parce que j'arrive, j'envoie quoi. S'il faut prendre le temps, je le ferai, mais pour l'instant, moi, je me sens pas prête du tout à faire ce genre de choses. D'accord. Ça fait peu de temps que je sais que je suis non-binaire, donc même pour moi, je me mets genre en permanence. Là, j'essaie de pas le faire. Parce que bon, ce serait un petit peu la loose d'arriver pour une interview, au final la personne se met genre bon, tout va bien, mais non. Et puis c'est vrai que là, depuis que j'ai commencé le travail, justement les mots qu'on peut pas mettre à l'inclusif, j'ai tendance à tous les mettre au masculin parce que je me genre au féminin au travail, et parce que si je commence à me genre au masculin, ils vont me regarder bizarrement, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là. Et du coup bon, ça me demande un petit effort quand même, puis des fois je me genre au féminin et ça sonne tellement faux dans mon crâne, mais j'ai pas le choix et je suis là genre et du coup quand je rentre chez moi, je me genre tout le temps au masculin. Ma coloc elle a l'habitude, voilà, mais quel aurait été ton idéal, par exemple, si tu avais passé cette barrière de la langue par rapport à tes boss, etc. Comment tu aurais espéré que les choses puissent pour moi, l'idéal le plus total, quand on me demande mes pronoms, ce serait qu'il y ait aucune réaction excessive. Parce que je sais que quand j'ai fait mon coming out, que j'ai pour moi pas besoin de faire, mais bon, on vit dans une société où on n'a pas vraiment le choix. Quand tu parles de coming out, c'est-à-dire par rapport à mon identité de genre. Ok. Parce que oui, mon coming out par rapport à ma sexualité, ça fait un moment. Il a été très bien reçu, il n'y a pas eu de soucis. Ça, bon, voilà, j'ai la chance d'avoir un entourage assez safe. Safe, du coup, si je dois l'expliquer, ce serait un entourage très ouvert qui va jamais me juger, jamais me poser de questions déplacées, ou alors, j'appellerais pas ça des questions déplacées, mais plutôt des questions maladroites et curieuses. Et en soi, bien évidemment que tout le monde n'est pas déconstruit à 100% et que ça existe les questions maladroites, et je suis absolument ouverte sur ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc j'ai jamais eu de questions déplacées, de questions indiscrètes. Ça a été vraiment très très bien accueilli. Pour ce qui est de ma non-binarité, ça a été différent. Parce que je pense à ma meilleure amie qui est une femme cisgenre, hétérosexuelle, qui est née... là actuellement elle fait des études de commerce, de vente. Elle est... du coup elle est pas du tout... je suis son unique référence en matière de LGBTQIA+. Donc LGBTQIA+, qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe et asexuel. Et plus, pour tous les autres genres non cités évidemment. Et donc oui, donc ma meilleure amie, je suis sa seule référence, on va dire, physique avec qui elle peut échanger librement sur ces questions-là. Elle sait qu'avec moi, elle pourra jamais poser aucune question que je jugerais déplacée, parce que je la connais depuis 15 ans, je sais très bien qui elle est, comment elle fonctionne, comment elle pose ses questions, tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais donc du coup, elle qui n'est pas aussi déconstruite que moi, quand je lui ai dit, ça a été la foire aux questions, mais je m'y attendais. Ouais. En même temps, il n'y a aucun mal à ça, parce que bien évidemment, ça veut simplement dire qu'elle veut se déconstruire, et moi, c'est que du bonheur. De savoir que les personnes en face de moi me posent des questions dans l'unique but de ne plus jamais en poser, et d'avoir un schéma clair et précis dans leur tête, ça me flatte profondément, pas spécialement personnellement, mais pour toutes les personnes qui sont touchées par ça, je trouve ça flatteur. Et donc voilà, donc non, quand j'ai fait mon coming out non-binaire, ça a été plus compliqué, dans le sens où voilà, j'ai dû répondre à beaucoup de questions auxquelles j'avais pas spécialement envie de répondre. Y a des personnes qui... Autant ma meilleure amie ne pose aucune question déplacée. Elle fait très très attention à ne pas être maladroite ou blessante. Il y en a... Quelles peuvent être ces questions déplacées, par exemple ? Disons qu'il y a... Je dirais pas qu'il y a des questions déplacées, il y a des questions qu'on pourrait formuler de façon plus agréable, disons. Parce que débarquer et me dire... Ah ouais, donc t'es ni un mec ni une meuf, mais à ce que je sache, t'as une chatte entre les jambes. Alors, écoute-moi, mon petit Dylan. Je prends un prénom random, mais ça, clairement, mis à part un soupir et des pleurs en rentrant pour relâcher la pression,
Il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est des débats qui sont interminables parce que la plupart du temps, le genre de personnes... J'ai pas envie de faire de généralité. C'est une étude de cas que j'ai menée moi-même en échangeant avec des personnes. Je vais pas émettre un profil type des personnes qui sont moins déconstruites que les autres, mais disons que c'est souvent c'est souvent le même type de questions et le même type de débat. Ouais. C'est-à-dire que ce qui suit ces questions-là, c'est déjà je suis quelqu'un qui de nature est un peu révolté, disons. Donc un peu colérique. Et moi, qu'on manque de tact et qu'on me manque de respect, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Et ça ne demande pas la science infuse, ça demande juste un petit peu de bon sens, de savoir qu'en fait, on ne pose pas la question de l'entrejambe de quelqu'un à quelqu'un. Bien sûr. Enfin, c'est pas naturel, il n'y a rien de bienveillant là-dedans. Il n'y a pas de meilleure question, mais à contrario, quelles seraient les questions les plus pertinentes à poser à quelqu'un de non-binaire pour pouvoir se déconstruire et ne plus faire d'erreurs, notamment de mégenrage, par exemple? Je pense pas qu'il y ait de questions plus pertinentes l'une que l'autre, parce que c'est vraiment propre à chacun de savoir ce qu'on a besoin d'avoir comme information pour être déconstruit. Je pense qu'une question, elle est pertinente à partir du moment où elle est posée poliment, avec énormément de respect et bienveillance. Et bienveillance. Et après, moi, oui, il y a des questions qui m'ont bien plus intéressée que d'autres, parce que c'est des questions qui sortaient de l'ordinaire. Mais je vais pas dire que je les ai mieux reçues que les autres. Dans tous les cas, peu importe la question, moi, tant que c'est bienveillant et respectueux, je la reçois, mais avec amour et sérénité, pardon, et tout sentiment bon qu'on peut ressentir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des questions, notamment de personnes qui étaient déjà bien déconstruites, qui à moi-même m'ont demandé de la réflexion pour répondre, et ça m'a animée. Enfin, j'ai adoré. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de question plus ou moins pertinente que les autres. Ouais. J'ai une question. Évidemment, je suis là pour poser des questions, donc forcément j'en ai une. Mais quand on entend non-binaire, on entend aussi binarité du coup. Qui dit non-binaire dit homme et femme, ou ni homme, ni femme, ni masculin, ni féminin, ou masculin et féminin? Alors, est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur ça? Bien Nous sûr, éclairer. Avec le grand plaisir. Non-binaire, c'est un terme parapluie, tout comme LGBTQIA+. Ok. En fait, c'est des termes qui recoupent énormément de sous-catégories. LGBTQIA+, on le sait, c'est dans le nom, c'est une suite d'initiales avec un petit plus derrière. On se doute bien évidemment. C'est pas un terme précis, c'est un terme global. Non-binaire, on a vraiment l'impression que c'est le terme général pour décrire les personnes qui ne se situent pas dans la binarité des genres. Sauf qu'en fait, ne pas se situer dans la binarité des genres, c'est très large, mais en l'entendant comme ça, on s'en doute pas. Enfin, la réflexion va rarement beaucoup plus loin, parce que ça paraît déjà un peu savant de dire oui, je ne me situe pas dans la binarité des genres, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et tout ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça paraît énorme. Et en fait, alors, des catégories dans la non-binarité, je pourrais absolument jamais toutes les citer. Donc je vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas. Parce que mon parcours par rapport à moi-même est déjà assez compliqué. J'essaie de comprendre comment je fonctionne. Bien sûr que je m'intéresse aux autres, mais je pense que je serai beaucoup plus apte à élargir ma connaissance quand je me connaîtrai moi. Mais dans la catégorie non-binaire, on peut retrouver les personnes qui sont gender fluides, comme moi. Après, je me suis définie gender fluide il y a quelques mois de ça, mais maintenant je suis en train de reconsidérer la question, du coup je sais pas trop. D'accord. Mais gender fluide, de sa traduction même au genre fluctuant. D'accord. Le genre, c'est un spectre qui va... bon, là vous pouvez pas nous voir, du coup je vais décrire, mais admettons qu'à ma gauche il y ait homme et qu'à ma droite il y ait femme. C'est comme si j'établissais une ligne entre les deux. Et les personnes gender fluides vont se promener selon la température, la météo, le jour, anniversaire, pas anniversaire, humeur, pas humeur, peu importe. Et voilà, donc ça va être fluctuant. Donc ça peut être un jour plus féminin, un jour plus masculin, un jour plus neutre, un jour entre neutre et féminin. Enfin, okay. Voilà. Moi, je me suis située là-dedans pendant pas mal de temps.
Actuellement, je me sens vraiment extrêmement neutre. Chose qui m'était jamais arrivée auparavant, donc c'est un peu tout nouveau. D'accord. Dedans, dans non-binaire, on peut aussi avoir demi-boy et demi-girl, enfin demi-garçon et demi-fille, qui va être se situer exactement entre neutre et homme ou entre neutre et femme. On peut avoir non-binaire à proprement dit, qui va être se situer neutre, donc moi en ce moment, et tout un tas d'autres trucs que je ne saurais pas citer. D'accord. Voilà. Merci pour ces petites précisions qui ne sont pas petites mais très grandes et importantes. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais non-binaire ? J'imagine que tu t'es pas réveillé un matin et tu t'es dit tiens ça y est, aujourd'hui je suis non-binaire et désormais je serai non-binaire. Il y a eu un processus. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Bien sûr. Bon, s'il y a des personnes un peu sensibles, le processus a été un peu violent, je vous préviens juste. C'est pas des événements très heureux. Enfin, il y en a eu plus heureux que d'autres, mais l'événement phare a pas été sympa du tout. J'étais avec mon ex-compagnon. C'était pendant des rapports. J'étais déjà en train de me dire que j'étais pas 100% une femme, mais je m'étais tellement peu attardée sur la question que pour moi ça m'était même pas venu à l'esprit. C'était toujours à l'état de une petite pensée par là comme ça, et puis je me suis dit c'est bon. Et puis au début je m'étais dit est-ce que je me dirais pas ça parce que je suis tellement engagée que je reviens à remettre la binarité des genres comme quelque chose de politique. Ce qui en soi était fort probable à ce moment-là. Puis après je me suis rendu compte que non. mais donc je m'étais pas attardée, et puis un jour où voilà, j'étais en train d'avoir mes petites activités sexuelles avec mon compagnon, et d'un coup, mais c'est arrivé sans prévenir, mais comme une guêpe qui nous pique, quoi. C'était, enfin, moi intérieurement, c'était une violence extrême. J'ai ressenti énormément de gêne au fait que je sois nue et de dégoût envers mon corps, mais c'était quelque chose. Et puis vraiment comme un pic, quoi. C'est pas aller crescendo du tout. Et je l'ai repoussé, je me suis allongée sur le ventre et je lui ai dit non, là, stop tout, je comprends pas ce qui m'arrive. Et je me suis mis à pleurer, mais des litres, et crise d'angoisse et tout. Enfin bref, c'était vraiment pas cool du tout. Et donc mon ex-copain était transgenre, enfin est toujours transgenre d'ailleurs, mais est transgenre, est un garçon transgenre, donc il est né assigné femme à la naissance, et actuellement il est hormoné, tout ça. Enfin, je suis pas là pour raconter sa vie, mais c'est juste pour instaurer le contexte. Et avec la transidentité et donc la non-binarité, on a quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre. Ouais. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur le sujet qui est en ligne avec Exercey Bryant. N'hésitez pas à aller l'écouter. Je vais le résumer quand même brièvement. Mais vas-y, réexplique-nous avec grand plaisir. Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Exact. La dysphorie de genre, c'est... La dysphorie, déjà, de manière générale, si je devais établir une échelle, je dirais que c'est quelque chose qui est au-delà du complexe. C'est un rejet complet d'une partie de nous qui peut être autant psychologique que physique. Donc, il y a je pense notamment à des personnes qui vont faire une rhinoplastie, par exemple, pour arranger leur nez. Pour moi, avoir recours à la chirurgie pour retirer un complexe, c'est que c'est largement au-delà du complexe. Donc là, on va parler de dysphorie physique. La dysphorie de genre, c'est le fait de rejeter une partie de soi reliée à notre genre assigné à la naissance. Par exemple, en dysphorie de genre, pour les personnes qui sont nées avec un corps de femme et qui ne se sentent pas à l'aise avec, on va premièrement penser à la poitrine, la voix, l'organe génital, le manque de pilosité, le fait qu'il n'y ait pas de pomme d'Adam également. Enfin, il y a beaucoup de choses. La taille marquée, les hanches larges, les cuisses épaisses. Enfin, tout ce qu'on peut relier au corps d'une femme. Ça va venir créer de la dysphorie de genre chez les personnes qui ne sont pas en accord avec le fait d'avoir un corps de femme. Okay. Notamment moi et du coup mon ex-compagnon. Et quand ça m'est arrivé, je me suis plaquée sur le ventre. Il m'a demandé si je voulais un câlin. Et j'ai compris que pour lui faire un câlin, il fallait que je me retourne. Et c'est là que je me suis dit, pas possible. Clairement, pas possible du tout. Jamais de la vie, je relaisse cette poitrine voir le jour. Là, je reste au contact de mon matelas, c'est très bien, ça plaque, c'est nickel. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te fasse un câlin ? Je lui ai dit oui, et du coup, il s'est allongé sur moi. Et au début, bon, encore petit
avertissement, je vais parler de sujets sensibles. J'ai fait de l'anorexie pendant pas mal d'années. Et je pensais que c'était relié à ça. Parce que du coup, dans la continuité de ma poitrine, il y a mon ventre. Et je m'étais dit, peut-être que c'est ça. Du coup, bon, le mal passe, je vais mieux, voilà, on regarde un film, tout va bien. La soirée se passe. Et le lendemain matin, je vais à la boulangerie. Et du coup, comme j'avais cette espèce de dysphorie, j'étais en gros sweat, gros jean, bonnet, pas maquillée. En plus, j'avais les cheveux courts à ce moment-là. Je rentre dans la boulangerie. Je dis bonjour à la boulangère. Elle me dit bonjour, tout va bien. Et elle me dit bonjour, madame. Et j'ai pas du tout une réaction de recul. J'ai une réaction de oh, monsieur, tiens donc. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être pas un problème, parce que c'est pas un problème, mais quelque chose que j'avais pas compris, quoi. Et du coup, je remonte, j'en parle à mon compagnon et qui me dit mais n'importe quoi, Léna. Ou d'ailleurs, ça, je lui en veux beaucoup pour ça. Il me dit mais n'importe quoi, Léna, t'es 6, je le sais. Ok, bon, si tu es apte à deviner l'identité de genre des gens, franchement, ouvre un cabinet, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, j'ai été dans le déni pendant un temps. D'accord. Je me disais, ok, bon, s'il m'a dit que j'étais 6, je suis 6, pas de souci, tout va bien. Puis un jour, j'en parle avec ma meilleure amie, qui est non-binaire. Et je lui dis, je te jure, je crois qu'il y a un truc qui va pas, quoi, parce que c'est pas normal. Et puis en plus, je suis rentrée dans une phase de dysphorie intense qui a duré des mois et des mois. Enfin, où j'avais des jours où ça allait mieux et je pouvais mettre des vêtements qui avaient une expression de genre plus féminine. Mais globalement, c'était pas incroyable, quoi. Ouais. Et puis même, du coup, au niveau de ma sexualité, ça a causé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que mes rapports, c'était crise d'angoisse perpétuelle, c'était dans le noir, je me baladais, surtout que je suis très peu pudique comme personne, j'ai tendance à me balader nue très facilement, de à peu près n'importe qui. Et à cette période-là, impossible. Et j'ai bien compris qu'il y avait un problème, quoi. Puis un jour, j'en reparle avec ma meilleure amie et je lui dis, je comprends pas. Et elle me dit, écoute Léna, ça fait un moment que je t'observe, que je t'écoute parler, et sans vouloir te précipiter ou dire des choses qui ne sont pas propres à moi, je pense que tu devrais y réfléchir à ton identité de genre. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait genre, ça se voit du coup. Enfin, si ma meilleure amie le ressent, en tant que non-binaire, ça veut dire qu'elle potentiellement voit des choses en moi qu'elle a vues en lui, elle, comme vous voulez, il y a quelque temps. Et c'est là que j'ai reconsidéré. Et après, je me suis renseignée, j'en ai parlé avec des personnes non-binaires, et je me suis dit, oh, c'est probable. Entre-temps, j'ai eu ma rupture avec ce garçon, je me suis remise avec quelqu'un, bref, tout un tas d'événements amoureux qui ont fait que je pense que c'est primordial de parler de ça avec la personne avec qui on est. Parce que la vie amoureuse, en tout cas dans ma vie, ça prend de la place. Parce que j'adore l'amour, je m'exalte dans l'amour, c'est vraiment, j'adore ça. Et si je me sens pas bien avec ma compagne ou mon compagnon, je sais pas, c'est trop compliqué. Compagnonne, ça ne marche pas non plus. Avec la personne avec qui je suis, oui, voilà. Ta partenaire. Exact. Si ça marche, si je peux pas m'exprimer là-dessus avec mon partenaire, c'est mort. Bien sûr. Pas de... Et une fois que tu as saisi ta non-binarité, si je peux le dire comme ça, est-ce que cette dysphorie a disparu ? Ouf, non. Non. Non, sinon c'est trop facile. D'accord. Non, juste par contre, j'ai appris à la comprendre. D'accord. Et du coup, j'ai pas appris à la gérer parce que je pense que c'est comme l'anxiété, c'est des choses qu'on peut diminuer mais qu'on peut jamais vraiment gérer. Ouais. Donc depuis que j'ai appris à la comprendre, à comprendre son origine, à comprendre comment la traiter quand elle est là, j'en parle comme si c'était quelqu'un, mais c'est un peu ça finalement, c'est une bonne métaphore. C'est une très bonne métaphore, c'est un petit peu quelqu'un qui te suit en fait, qui est là et qui te rappelle. Moi je l'ai vécu un petit peu comme si, par exemple tout con, mais je vais essayer de m'habiller le matin
pour partir. Je vais avoir envie de mettre un petit crop top léopard, des bardeurs qui laissent vachement mon port de tête à l'air, mon ventre, ma poitrine, ma taille fine, mes hanches larges. Et puis je commence à me maquiller dans cette tenue. Et puis c'est comme si Dysphorie arrivait dans ma salle de bain et qu'elle faisait « Bonjour, ça fait longtemps, excuse-moi, mais tu n'es pas un petit peu dénudée pour quelqu'un qui fait de la dysphorie ? Va te rhabiller, chérie. Okay. Allez, c'est fini, maintenant tu enfiles un gros sweat. Il fait 32 ? Rien à foutre. C'est ton problème. » Et ça donne des jours où, par exemple, je ne sortais pas de chez moi parce qu'il faisait trop chaud pour que je sorte en sweat. Et puis pas l'envie de sortir plus dénudée que ça. Donc... Enfin, dénudée si je puis dire, bien évidemment, mais... Et du coup, ok, donc là, tu acceptes, tu vis avec. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est en train... qui, comme toi, a cette prise de conscience et vit cette espèce de confrontation avec sa question sur le genre, sa dysphorie, etc. Moi, je pense qu'un conseil que je donnerais à n'importe quelle personne, au-delà de la non-binarité, bien sûr, je vais préciser derrière, je pense que le corps parle beaucoup plus que n'importe quoi et que n'importe qui. Et je pense que c'est la personne, puisque dans tous les cas, bien sûr que notre conscience habite notre corps, mais... ça fait partie, enfin c'est nous en fait, et je pense que le corps il parle bien plus que nos pensées et qui dit des choses bien plus concrètes et bien plus précises et bien plus parlantes que notre petit cerveau qui aime bien nous envoyer des signaux très aléatoires. Et pour les personnes comme moi qui pensent énormément, beaucoup trop de signaux à la fois incompréhensibles et ingérables, et je pense qu'écouter son corps ça peut mener à une grande simplicité pour vivre la dysphorie. Enfin, moi, je sais que depuis que j'ai appris à écouter mes maux de tête, mes maux de ventre, mes crampes, ma gorge nouée, ce genre de choses, et arrêter de me dire non, mais c'est n'importe quelle angoisse passagère, et de me dire non, il y a une angoisse, il y a quelque chose. Je réfléchis, je traite l'angoisse et je l'arrange. Je reste pas avec ce mal-être, c'est pas possible. Depuis que j'ai appris à faire ça, ça va mieux. Okay. La dysphorie, ça va mieux, parce que... j'ai aussi, quand j'ai commencé la dysphorie, j'ai refait toute ma garde-robe, j'ai tout réessayé pour savoir que devais-je porter pendant mes dysphories. Donc maintenant, j'ai mes vêtements ciblés, je les connais, je sais que c'est eux qu'il faut que je mette en cas de dysphorie et pas d'autres. Parce que du coup, quand j'étais en période de dysphorie, j'ai pu essayer plein de vêtements et me rendre compte desquels me rendaient dysphorique et les autres non. D'accord. Ok. Et il y en a qui étaient le ventre à l'air, mais ça allait. Ouais. Et après, la dysphorie, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je suis dysphorique de certaines choses, dont d'autres ne vont pas être dysphoriques. Enfin... Ouais. Puis il y en a qui n'ont aucune dysphorie physique, qui vont avoir des dysphories mentales, qui vont avoir des dysphories... la voix, c'est physique, mais c'est encore différent pour moi. Moi, je sais que voilà, je fais surtout de la dysphorie au niveau de ma poitrine quand ça arrive, puisque j'ai la chance de ne pas avoir la taille extrêmement fine et les hanches extrêmement larges. Et ça, quand je suis en dysphorie, c'est vraiment God bless me, merci mom and dad de m'avoir donné ce corps en H. Okay, oui. Autant j'ai craché dessus pendant pas mal d'années, mais maintenant je suis tellement heureuse d'avoir ça que waouh. Tout à l'heure, tu me disais que ta meilleure amie t'avait parlé de la non-binarité par rapport à ta situation. Mais comment tu as été sensibilisée à cette question ? Je pense qu'on a tous vu le scandale de cette personne qui avait parlé sur un plateau télé et qui disait « Je suis non-binaire, monsieur ». Je suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Exactement. Avec toute la maladresse qu'on peut lui accorder, mais toute la bienveillance, puisque c'était tellement peu répandu à cette époque-là que cette personne-là a permis que le débat s'ouvre et que la parole s'ouvre. Et donc, je pense qu'on va clairement pas l'emmerder pour cette petite phrase, hein. Mais moi, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là. Je ne suis pas un homme, monsieur. Oui. Lui-même colle un genre à la personne qui l'a mégenré de manière totalement involontaire parce qu'il ne connaissait pas le sujet. Exact. Comment tu justifies ça ?
disons que cette émission-là, je l'ai re-regardée. Et avec tout le recul et toute la déconstruction que j'ai pris le temps de faire ces dernières années, je me dis tant mieux que ça ait choqué et que ça ait fait polémique, parce que ça a permis tellement d'ouverture. Oui. Et en même temps, enfin je veux dire, cette personne-là, ça devait être potentiellement la seule personne non binaire de son entourage et de toutes les personnes qui elle connaissait. Et je me dis... on va pas blâmer quelqu'un qui s'exprime publiquement sur quelque chose qui est pas du tout répandu, qui déjà va s'en prendre plein la gueule simplement par sa non-binarité. On va pas la blâmer sur un tic de langage. C'est la société, c'est comme ça. On a tous appris à dire bonjour, madame, monsieur. Franchement, les personnes qui sont amusées à dire non, mais Yael a décrédibilisé le propos. Non, Yael a rien fait du tout. Yael s'est exprimée publiquement sur quelque chose que personne n'osait faire. Yael a ouvert la voie sur quelque chose qui était mis dans le silence complètement. Et Yael a eu le courage et le cran d'avoir le potentiel de détruire sa vie suite à cette interview au profit de toute la communauté non-binaire et de toute la communauté LGBTQIA+. Je me dis pourquoi on s'amuserait à le reprendre sur un truc enfin c'est rien quoi. Donc non, moi je ne dirai rien sur cette personne parce que je lui accorde tout mon respect et toute ma compassion, parce que ça a dû être extrêmement dur, les réseaux sociaux derrière ça. Et moi je veux pas en rajouter une couche pour un tic de langage, clairement. Est-ce que tu parles de ta non-binarité aux gens autour de toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques ou pas forcément ? Est-ce que quand tu te présentes, tu dis bonjour, je suis Léna, non-binaire, etc. Ou non, je stéréotype volontairement, oui, non, je mais caricature, mais comment ça se passe pour ça ? Non, pour ça, la plupart des personnes avec qui je passe du temps, enfin mes amis, mes potes, mes connaissances, enfin mon spectre autour de moi, quoi. Avec mes potes, on dit ça en rigolant, on dit qu'on traîne en non-mixité. Ouais. Parce que je crois que des personnes cis dans notre groupe d'amis, il doit y en avoir 2, peut-être, alors qu'on doit être une quinzaine. C'est peu, c'est très peu. Ouais. Et donc avec ces personnes-là, j'ai jamais de problème de mégenrage ou quoi, parce que bien évidemment, pour nous, c'est parfaitement logique que quand on arrive dans un endroit, on demande les pronoms des gens. Les pronoms il, elle ou elle, bien évidemment, je reprécise. C'est-à-dire que pour moi c'est devenu un automatisme d'arriver de faire bonjour, comment tu t'appelles, d'accord, et c'est quoi tes pronoms, ok. Et quand les gens ne font pas ça pour moi, déjà ça me met mal à l'aise, parce que je peux pas caler dans une phrase excuse-moi, en fait c'est Yael. Déjà parce que les gens ne savent pas l'employer, et parce que après ça donne ah oui mais Yael, mais du coup alors moi je sais pas trop faire, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Et en fait soit j'ai la détermination et la foi d'expliquer, soit je l'ai pas et je dis écoute, genre moi soit au masculin soit au féminin, soit les deux en même temps, tu fais ce que tu veux. Tu peux les renvoyer sur ce podcast, comme ça ils seront au courant. Oui, enfin après si on est au café, je vais pas leur dire bon tu écoutes le podcast maintenant. Voilà, non, on se revoit dans 45 minutes. Mais non, mais voilà, mais du coup tout dépend de si j'ai le courage ou pas, mais c'est vrai que je vais pas me plaindre du fait que c'est usant de répéter les mêmes choses, parce que je sais que la société fait que. Et j'ai pas à me plaindre, dans tous les cas, c'est moi qui demande aux autres de me genrer à l'inclusif. Même si on va dire oui, mais c'est censé être normal, ça l'est pas. Même si c'est censé l'être. Donc je vais pas dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de personne. Juste c'est moi qui suis comme ça, donc je considère que c'est quand même un petit peu à moi enfin pas de déconstruire, parce que je peux pas déconstruire quelqu'un, j'ai pas ce pouvoir là, mais de contribuer à la déconstruction de quelqu'un, c'est mon rôle en tant que non-binaire et en tant que personne dont les pronoms sont Yel et they ou them en anglais, mais du coup je dis tout le temps les pronoms, mais c'est que en anglais qu'en fait c'est au pluriel. Bref. Dans tous les cas, je pense qu'avec le temps et les années, ce sont des sujets qui seront, je l'espère, peut-être sujet utopique, mais pleinement intégré. Il n'y aura plus ce type de questions. L'éducation nationale a refusé d'écrire ses courriers à l'inclusif.
Et a également refusé... après, ça, c'est pas l'éducation nationale, c'est le lycée d'une amie qui a refusé de donner des cours sur l'inclusif, en cours de français. À sa demande. Voilà. Donc, au niveau de l'éducation nationale, je sais pas comment ça va s'orchestrer. Après, au niveau sociétal, j'ai aucun doute. Ça, je sais que les générations grandissent. Bon, excusez ma vulgarité, mais si je puis dire, il y aura toujours des connards pour dire non, moi je ferai pas cet effort. Mais il y aura aussi toujours des gens bienveillants qui feront l'effort. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour toi au quotidien, ta non-binarité ? Est-ce que déjà ça implique quelque chose réellement ou pas, en fait ? Non. En réalité, non. Si au travail ça implique le mégenrage et ce genre de choses, voilà, les madames et les mademoiselles qui m'irritent. Le mégenrage, c'est moins grave pour ma part. Après, il y a des personnes pour qui ça peut être extrêmement violent et vraiment bon courage à vous. Parce que il y a des périodes où pour moi c'est très violent et je comprends à 100% et je vous soutiens à mort. Non, mis à part le mégenrage, moi ça a pas changé grand chose à ma vie sociale. Ouais. Ça a changé beaucoup à ma vie personnelle. Ce qui est le plus important. Oui. Dans le sens positif, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Ça m'a permis de comprendre tellement de choses, de me respecter tellement plus, de respecter l'être humain que j'étais et d'arrêter de me faire violence en permanence parce que je voulais pas m'écouter et parce que je voulais pas me découvrir et parce que je voulais pas me connaître et que j'étais bien confortée dans ma réalité de merde qui n'était pas moi et au final depuis ça va vraiment beaucoup mieux. Est-ce que tu peux me donner une anecdote ou deux, une anecdote positive et une négative tant qu'à faire sur la non-binarité que tu as pu vivre ? Je vais commencer par la négative, comme ça on passe le moment désagréable. Concrètement, la fois où mon ex m'a dit non, mais Léna, je précise, tu es la meuf la plus cis que je connaisse. Ça, c'était horrible. Sur le moment, ça l'était pas. Et quand j'ai compris que j'étais non-binaire, ça a été d'une violence extrême. Parce que je me suis dit, mais comment, à un moment dans sa vie, il a pu penser que c'était ok de me dire ça. Ça a été très compliqué. Je peux te demander ce qui lui a fait penser ça ? Penser ça, ouais. Je pense mon expression de genre et mon aisance avec mon corps. Petit rappel, l'expression de genre, c'est les vêtements, le maquillage, la coiffure. Je sais que je porte énormément de talons, je porte énormément de résilles, énormément de maquillage, énormément de hauts cours. On voit beaucoup de décolletés, enfin tout ce qui peut laisser à penser que je suis une femme, d'après mon expression de genre. J'ai appris à dissocier l'expression de genre de l'identité de genre. Et aussi, le fait que je sois très à l'aise avec mon corps. En fait, avant cette première crise, je n'avais jamais présenté aucun signe de dysphorie de genre. Et je suis très à l'aise avec ma nudité. J'adore être sensuelle, j'adore être sexy, j'adore, en langage courant, être une allumeuse avec les personnes que j'ai envie d'allumer. Je sais que je drague tout le temps tout le monde. D'après mes potes, je suis flirty tout le temps. Et du coup, bien sûr que je utilise mon corps pour ça. Enfin, j'ai appris à l'aimer. Et depuis que je l'aime, je sais pertinemment que je suis une bombe. Et depuis que j'ai appris à aimer ça et à savoir ça, je suis très à l'aise et j'ai vraiment l'air d'être du coup non, mais j'ai l'air d'être cette femme fatale que rien n'atteint et qui allume tout le monde, mais je suis inatteignable. Enfin, c'est vraiment mon attitude continuelle, même dans la rue je marche, je suis une bad bitch. Et du coup je pense que tout ce contexte là lui a laissé penser que j'étais une femme. Et mon militantisme également, parce que je suis extrêmement féministe. Mes potes disent que je suis extrémiste, ça me va très bien comme idée, d'accord ? Super, penser que je suis extrémiste, je m'en fous. Mais tout ce contexte-là du fait que je me bats pour les femmes au quotidien, que je me bats pour les droits de mon vagin au quotidien, et parce que du coup je peux pas parler de mes droits de femme, mais mes droits de personnes qui a un salaire inférieur à ceux des hommes en tout cas, à celui des hommes, pardon. Voilà, et tout ça bien évidemment peut laisser à penser que je suis une femme, et je le conçois parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de là jusqu'à me dire ça au moment où je lui ai dit que je remettais mon identité de genre en question, c'était violent. C'était
c'était tellement... En fait, ça pourrait paraître maladroit, mais dit comme ça, c'était violent. Donc voilà. Mais sinon, des anecdotes désagréables, j'en ai pas plus que ça. Je pense que c'est la seule qui a été vraiment hard. Et le reste, ça peut juste être des petits trucs. Mais comme toute personne transgenre, je subis des petits trucs désagréables, mais parce que c'est comme ça. Et comme toute personne lambda, en fait, et peu importe la personne, on subit tous des choses désagréables propres à nous-mêmes, propres à comment on reçoit le mal ou le bien. Et dans le cas des personnes trans, c'est ça. The cherry on the top. La petite anecdote positive la petite qui anecdote, nous donnera le sourire. Bien sûr. Ma copine actuelle savait très bien que j'étais non-binaire. Quand on s'est rencontrés, elle le savait, il n'y avait aucun problème. Sauf que mes pronoms étaient encore féminins à ce moment-là. Et il y a un jour où du coup, mes amis ont commencé à me genrer à l'inclusif sans rien me dire, parce qu'ils ont commencé à voir que elle, ça me convenait plus. Et du coup, ils ont commencé à me demander mes pronoms tous les jours. Et tous les jours, je leur disais, en fait, je sais pas, et me posez pas la question parce que ça m'oppresse et j'ai pas envie de réfléchir à ça. Et en fait, mon meilleur ami, il a dit, ok. Et en fait, il a commencé à me genrer à l'inclusif. Et la première fois qu'il l'a fait, j'ai une petite réaction de recul, j'ai écarquillé les yeux, j'ai relevé les sourcils, et puis j'ai rien dit, parce que j'avais pas envie d'ouvrir le débat là-dessus, parce que j'avais pas envie d'en parler, mais j'ai souri, il a vu que j'ai souri, et c'est de ça que c'est parti. Et il y a un jour où du coup, oui, donc ça c'est déjà une anecdote positive, c'est mon meilleur ami qui prend les devants pour me libérer de quelque chose qui est quand même assez lourd, de pas savoir comment se genrer soi-même, c'est super difficile. Ça c'était vraiment, même en parlant, j'ai envie de le prendre dans mes bras pour le remercier encore 1000 fois. Et sinon, du coup, ma copine, le jour où je lui ai dit ça, qui m'a dit écoute mon amour, je m'en doutais, je le savais qu'il y avait un moment où t'allais me dire que tu voulais plus avoir tes pronoms féminins. Tu sais que j'ai pas l'habitude d'utiliser l'inclusif. Je vais faire tout mon possible pour ne jamais te mégenrer. Et si je te mégenre, reprends-moi et je t'aime et t'as bien fait de me le dire. Je suis fière de toi. Et enfin, waouh. C'est le genre de choses où quand on est aussi perdu par rapport à l'identité de genre, font tellement bien que c'est trop libérateur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose des questions sur son genre, qui souffre de ces questions-là? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour... Je dirais à cette personne de, premièrement, ne pas faire comme moi et d'arrêter de garder des personnes qui ne sont pas safe dans son entourage. Moi, j'ai gardé des amis pendant longtemps qui étaient homophobes, en fait. Et donc, on parlait pas de ma bisexualité. On parlait pas on parlait pas des questions de genre, on parlait pas de l'homosexualité de manière générale, on parlait pas des personnes LGBTQIA+, on parlait pas de ça. Et je les ai gardés dans mon entourage en me disant non mais on n'en parlera pas et on restera amis. Et il y a un moment où je me suis dit mais en fait Léna, mais tu ne gardes pas des personnes ouvertement homophobes ou racistes ou peu importe dans ton entourage, ça va pas à la tête ou quoi? Donc déjà commencer par virer ces personnes-là, parce que moi ça m'a causé tellement d'insécurité. Où du coup, même moi, j'étais pas à l'aise. Moi, je me suis dit lesbienne pendant un temps, mais non. Enfin, non. Non, chérie, ressaisis-toi, tu n'es pas lesbienne, tu es juste dans une injonction de caca nul qui te dit que parce que tu es une femme qui aime les femmes, tu restes dans ce spectre-là. Et alors, déjà, premièrement, t'es pas une femme. Deuxièmement, t'aimes pas que les femmes. Et à un moment, genre, ouvre-toi, réfléchis, concentre-toi sur toi, fais de la méditation, regarde des trucs. Enfin, apprends à te connaître, quoi. Arrête de te fermer dans un schéma... qu'on t'a inculqué parce que c'est comme ça et c'est tout. Et le fait de virer les personnes qui n'étaient pas déconstruites, enfin qui ne voulaient pas se déconstruire de ma vie, et d'en faire entrer qui étaient soit déconstruites, soit qui voulaient se déconstruire, ça m'a fait un second souffle mais incroyable. Et là j'ai commencé à pouvoir parler de mes doutes, de mes remises en question, de j'ai embrassé une fille, qu'est-ce qui se passe, j'ai une copine, qu'est-ce qui se passe, j'ai couché avec une fille, qu'est-ce qui se passe. Et à partir du moment où j'ai pu parler de ça librement avec mon entourage, j'ai pu parler de ça librement avec moi, enfin parfois oralement, parfois non, mais en tout cas m'écouter, chose que j'avais pas faite avant. Et ça
ça n'a pas de prix, vraiment. Le seul conseil que je peux donner à tout le monde, on dit souvent que apprendre à se connaître, c'est qu'avec soi-même. Mais en fait, on peut pas apprendre à se connaître si on a un entourage oppresseur. On peut pas, parce qu'on va toujours être renfermé par leurs opinions, par leur façon de voir le monde, tiens, mais si je lui dis que je suis gay, comment va-t-il ou elle réagir? Et ça, clairement, quand on est en remise en question, c'est inadmissible. Parce que c'est contre-productif, ça n'aide pas au développement, ça n'a jamais aidé personne. Ok, ouais, évidemment. J'ai une dernière question pour toi. Comment être une bonne alliée pour une non-binaire? Oui. Alors, pour être une bonne alliée, pour une personne... Bah non, pour une personne non-binaire, du coup. Petit tips. Je pense qu'il faut juste être... je sais que moi, je prône trop la bienveillance, la paix, l'amour, tout ça, et que du coup... Tant mieux. On dirait c'est vraiment important. Que je suis un petit bisounours. Pour moi, il y a... En fait, pour moi, dans ce monde qui est déjà assez... dominé par les règles, les interdictions, les trucs, j'en ai marre. Et si même dans, je peux pas dire mon milieu parce que je vais pas me l'approprier, même si dans le milieu dont je fais partie, qui est le milieu queer, je ne peux pas me sentir libre d'en faire semi qu'à ma tête et de faire comme bon me semble. Je pense juste que tant qu'il y a de la bienveillance, en fait c'est ça. Du coup, revenons sur le sujet de ma meilleure amie qui est quand même, autant je suis son seul exemple LGBTQIA+, autant elle est un de mes rares exemples cis hétéro. Ouais. Enfin, cis hétéro qui ne fréquente pas le milieu queer. D'accord. Parce que j'en ai des personnes cis hétéro dans mon entourage, mais qui sont pratiquement tous dans les métiers de l'art. Et puis, une de mes grandes copines cis hétéro, elle est photographe en soirée drague. Donc bon. Ok. Et donc oui, et je sais que par exemple, ma meilleure amie, elle a jamais rien dit que j'ai pu juger déplacé parce qu'elle est tellement bienveillante et elle fait tellement attention à chaque fois qu'elle en parle. Elle dit vraiment reprenez-moi si je dis n'importe quoi, je suis désolée et tout, je veux surtout pas vous offenser, mais c'est juste que j'y connais rien, désolée. Enfin, elle s'excuse 1000 fois, elle est adorable, elle est monstrueusement bienveillante. Donc pour moi, la meilleure façon d'être une bonne alliée, c'est la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Être capable de recevoir n'importe quelle information sans aucun jugement. Ne jamais causer de honte ou de tort à une personne qui explique certaines choses qui la concernent, parce qu'on parle d'une personne. C'est le principal. Tant qu'il y a de l'ouverture d'esprit et la capacité d'accueillir n'importe quelle information, moi j'y vois aucun problème. Léna, est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux sur lesquels tu es très actif, en tout cas sur Instagram. On te voit souvent actif. Alors, mon compte Instagram principal, c'est Mère Fouf, qui s'écrit vraiment mère comme maman et Fouf, F-O-U-F. Il n'y a pas un point entre les deux ? Non, du tout. Parfait. C'est Mère Fouf d'une traite et... Voilà. Et sinon, à mes heures perdues, je suis drague, donc c'est Morcia Phobia avec un C. Morcia, parce que tout le monde l'écrit avec un T, mais non, c'est un C. Voilà, Phobia, P-H-O-B-I-A, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter pour clôturer ce podcast ? Bien sûr. J'aurais pu faire une blague et dire un mot très court, comme le ciel par exemple, mais bon. Non, moi je pense que mon mot de la fin, ce serait de dire à tout le monde écoutez-vous, respectez-vous, et si peu importe quel doute vous avez sur votre sexualité ou votre identité de genre dans votre vie, écoutez-le, écoutez vos doutes, ne minimisez jamais vos ressentis, parce que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à faire, et surtout ne le faites pas, parce que n'importe quel ressenti provient de quelque chose qui n'est pas insensé ou qui n'est pas qui est concret en fait.
Et le principal, c'est de s'écouter, de se respecter. Et si vous vous posez des questions, si vous avez la possibilité d'en parler à quelqu'un, faites-le. Même si c'est quelqu'un que vous suivez sur Instagram. Je sais que moi j'ai beaucoup de demandes de messages comme ça, de personnes qui se posent vachement de questions et qui me disent écoute, je sais absolument pas à qui en parler, mon entourage est pas safe, je sais pas quoi faire. Et j'ai répondu à plein de questions comme ça. Et maintenant, il y a ces personnes-là avec qui je parle de temps en temps, qui me disent bon bah écoute, ça y est, j'ai compris. En fait, je suis non-binaire. En fait, je suis bisexuelle. En fait, je suis pansexuelle. En fait, En fait, je crois que je suis un garçon. En fait, je crois que je suis une fille. Et déjà, moi, il y a rien qui me remplit plus de joie que de recevoir ce genre de messages, parce que je me dis c'est des personnes que j'ai pu aider et c'est un petit peu mon petit super pouvoir qui me rend super fière du chemin que j'ai parcouru avec mes réseaux et du chemin que parcourent les personnes qui se tournent vers moi, parce que je suis hyper fière de ces personnes-là. Et ça peut paraître bizarre de dire que je suis fière de personnes que je connais absolument pas, mais en fait si, vachement. Et du coup ouais, écoutez-vous et parlez-en. Merci beaucoup Léna pour ce partage très intime, très profond sur la question de la non-binarité. Merci pour toutes ces anecdotes, pour toutes ces précisions qui, j'espère, aideront toutes ces personnes qui se posent des questions, novices ou non d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, commenter, écouter et réécouter le podcast Sin Eden Sublime pour faire... Et partager. Et partager évidemment, pour faire grandir et évoluer la chaîne. À très bientôt.